C'est une façon de réserver, un peu de suspense. Ça ne manque pas, généralement dans ces conférences, mais on est très, très heureux d'accueillir, Victor Cha, aujourd'hui pour, traiter, du sujet, de la problématique des alliances en Asie. On continue notre programme de conférences autour, du futur des alliances militaires, auquel il a consacré, beaucoup de travaux, beaucoup d'études. Heu Distingué étudiant d'Oxford, docteur de Columbia, il mène en fait une carrière comme certains de nos intervenants, à la fois académiques et professionnellement, engagés, puisqu'il a eu à conduire, j'y reviendrai, un certain nombre de négociations, dans diverses administrations américaines. Et donc, c'est toujours intéressant. Je dirais que j'ai un parcours qui est un peu similaire au sien, de pouvoir croiser à la fois, la recherche, académique et les expériences professionnelles qui s'enrichissent, l'une et l'autre. Il dirige aujourd'hui, le au centre, stratégique, stratégique et international studies. Il est directeur, du pôle géopolitique et notamment de la chaire, Asie. Il a été directeur, au Conseil national de sécurité de 2004 à 2007, chargé spécifiquement des questions asiatiques. Il a été, un des négociateurs, dans la délégation américaine en charge de conduire ce qu'on a appelé en français les pourparlers à 6 sur la Corée du Nord. Vous savez, c'est à ce moment, au milieu des années 2000, jusqu'à ce que ce processus de négociation finalement échoue, on pensait pouvoir encore contenir les ambitions et les entreprises proliférantes de la Corée du Nord. Et c'était une négociation avec les deux Corées, le Japon, les États-Unis, la Chine et la Russie. Il a été, conseiller, président des États-Unis justement sur, les questions, nord, coréennes et plus généralement, donc en charge de ce domaine, asiatique. Il faut dire qu'assez tôt, y compris d'ailleurs, dans sa thèse, qui avait été une thèse, remarquée, il avait traité à la fois de la problématique, de la Corée. Il avait surtout traité au départ, et on est en plein dans le vif de notre sujet, de ce qu'il avait appelé, l'alliance malgré l'antagonisme entre, le Japon et la Corée du Sud. Il a été, dans un ouvrage qui s'appelle Power Play, à l'origine de systèmes d'alliance, américains en Asie, montrer comment, très habilement, à travers non pas un système multilatéral, mais un système croisé d'alliances bilatérales, souvent avec des partenaires qui pouvaient être antagonistes entre eux, ou qui pouvaient avoir des litiges ou des contentieux qui n'étaient pas réglés, les États-Unis avaient habilement construit un système d'alliances asiatiques au temps de la guerre froide et puis au-delà. Euh, on est tout à fait, heureux, je le dirais, de l'entendre. Il a plutôt travaillé dans des administrations républicaines, mais il a été notamment parmi un certain nombre de chercheurs à Columbia qui, ont appelé, à voter, pour Biden en considérant que les risques étaient trop forts si une autre administration, celle qui gouverne aujourd'hui les États-Unis, arrivait au pouvoir sur tous ces enjeux internationaux très importants. Je vais lui laisser la parole, comme, c'est la première fois et on est vraiment très heureux de l'accueillir, rappeler juste les règles du jeu. Il a le temps qu'il veut, je crois même qu'il a préparé, alors je vois que tout le monde s'agite parce qu'on se demande, on va bien voir le PowerPoint, mais on va le voir. Et le temps qu'il veut pour sa conférence, peut-être un échange entre nous sur son propos et puis ensuite, je donne la parole à la salle avec toujours, les premières questions réservées, aux étudiants et ensuite, aux auditeurs libres, experts ou journalistes qui sont présents dans cet amphithéâtre.
dont on est une fois encore très heureux. On sait qu'en plus de ça, vous avez pris vraiment pour être présent sur vous-même, parce que c'est pratiquement, vous faites l'aller-retour Washington entre aujourd'hui et demain matin. Donc, je pense que tout le monde apprécie que vous teniez vos engagements et que vous soyez là. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Eh bien, merci infiniment pour cette aimable présentation. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Et oui, en effet, c'est mon premier déplacement dans votre université. Je viens d'arriver de réunion au ministère des Affaires étrangères français et je suis en retard parce que je suis passé par la mauvaise porte, mais ce faisant, j'ai eu une très bonne visite du campus de la Sorbonne, donc merci pour cela. Mais c'est vraiment un honneur d'être ici. Là encore, comme l'a dit le professeur Gauthier, c'est la première fois que je visite cette université et c'est vraiment un honneur. Donc merci, merci infiniment. Je vais parler de l'évolution de l'architecture sécuritaire dans l'Asie de l'Est ou l'Indo-Pacifique et je vais vous donner une un aperçu historique et aussi évoquer quelles sont mes observations historiques et leurs implications pour l'administration actuelle aux États-Unis et ce à quoi nous pourrions nous attendre en matière de sécurité à l'avenir. Comme vous le savez tous, les États-Unis, dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, ont créé un certain nombre d'alliances en Asie qui ont vraiment résisté à l'épreuve du temps et qui ont conservé un certain degré de stabilité mondiale et régionale qui a permis à tous les pays de la région de se développer et de s'épanouir. Cette architecture sécuritaire, selon moi, dans l'Indo-Pacifique, a évolué selon 5 phases et je pense que nous en sommes peut-être à la 6e phase qui pourrait être un changement de paradigme avec les premières politiques de l'administration Trump à Washington. Dans ces propos, je vais vous exposer les 6 phases de l'architecture sécuritaire en Asie. Ensuite, je vais voir comment le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche se répercute sur cette architecture. Même s'il y a beaucoup d'enjeux pour l'avenir, je crois qu'il y a aussi des opportunités pour que les alliés identifient de nouvelles solutions sécuritaires qu'ils n'auraient peut-être pas envisagées jusqu'à présent. La phase 1, la guerre froide, est ce que je décris comme étant le bilatéralisme dur. Le système d'alliance américain en Asie est né de la guerre froide. Les États-Unis ont créé un réseau d'alliances conventionnelles de sécurité en Asie continentale et maritime qui impliquait le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, ou Formose, les Philippines, la Thaïlande, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Contrairement au réseau de défense collectif multilatéral qui a été créé en Europe occidentale, l'architecture sécuritaire en Asie était expressément bilatérale. Les États-Unis servant de moyeu, pour ainsi dire, et chaque allié était relié à ce moyeu comme des rayons sur une roue de vélo. Si vous prenez une roue de vélo avec le moyeu au centre, les États-Unis, et chacun des rayons de cette roue de vélo reliés au moyeu, mais les rayons n'étaient pas reliés les uns aux autres. John Foster Dulles, le secrétaire d'État américain, avait à l'origine l'intention de créer quelque chose à l'instar de l'OTAN en Asie, une organisation du traité de l'Asie-Pacifique, donc l'OTAP. Mais après plusieurs déplacements dans la région, il s'est rendu compte que pour des raisons historiques, une méfiance quant au Japon, des peurs des alliés d'un abandon par les États-Unis, eh bien, il s'est rendu compte qu'une organisation multilatérale de la sorte était impossible à former. Ce réseau bilatéral en roue de vélo d'alliance a permis aux États-Unis d'accumuler énormément de pouvoir. Ils pouvaient dicter à chacun
ce qu'il souhaitait, étant donné les asymétries du pouvoir dans chacune des relations bilatérales, selon des axes économiques, politiques et sécuritaires. Cette structure d'alliance centrée sur les États-Unis a encore laissé une empreinte très profonde sur l'architecture sécuritaire de la région encore de nos jours. Globalement, elle a été énormément couronnée de succès. Elle a aidé à créer la démocratie dans un certain nombre d'États, comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et les Philippines. Cela a permis d'avoir du développement et de la prospérité économique. Cela a fourni la sécurité et le parapluie nucléaire la, contre les menaces communistes de la Chine, de l'Union soviétique et de la Corée du Nord. Et on pourrait arguer que la région a connu l'une de ses périodes de croissance les plus prospères à la deuxième moitié du XXe siècle, y compris des pays non alliés tels que la Chine et l'Inde, du fait de la sécurité et de la stabilité fournie à la région par le réseau d'alliances bilatérales des États-Unis. Cependant, ce réseau d'alliances n'était pas sans ses problèmes. Tous les pays ne sont pas devenus des démocraties et les États-Unis se sont souvent retrouvés en position de devoir soutenir des régimes autoritaires qui foulaient aux pieds la démocratie et les droits humains simplement parce que ces pays étaient expressément anticommunistes. Comme l'a écrit le professeur d'Harvard et ensuite ambassadeur des États-Unis au Japon, Edwin O. Reischauer, les États-Unis avaient du mal à distinguer le nationalisme postcolonial en Asie postcoloniale des idéologies pro-communistes. Combiné avec la priorité donnée à la sécurité européenne, cela a représenté un certain nombre d'échecs dans la politique extérieure américaine, y compris le bourbier vietnamien. Peut-être que l'un des héritages négatifs les plus durables de ce réseau d'alliances des États-Unis était l'incapacité de la région de s'organiser au dehors de l'architecture sécuritaire dominante. Le bilatéralisme en Asie a fourni à chacun des partenaires ce qu'il souhaitait, ce dont il avait besoin, du mécène qu'étaient les États-Unis, mais d'aucun des autres membres. La structure de ce système d'alliance n'incitait pas à vouloir travailler avec d'autres dans la région. Et surtout, cela ne donnait pas aux États de la région les incitations pour se réconcilier avec la seule grande puissance autochtone de la région, à savoir le Japon. Et la transition bilatérale n'obligeait pas non plus le Japon à s'intégrer plus dans la région. Les effets en sont encore ressentis de nos jours. Quand les universitaires ou les responsables politiques évoquent comment le Japon n'a pas pu affronter son histoire passée dans la région de la façon que l'a fait l'Allemagne, souvent, on cite le manque de leadership politique comme étant la cause. Mais même si c'est très important, une autre variable en est la structure de l'alliance, des alliances, parce que cette architecture sécuritaire bilatérale en Asie ne fournissait pas une incitation aux participants à s'organiser dans la région, contrairement à l'OTAN ou à la communauté européenne du charbon et de l'acier. La deuxième phase, c'était l'ère d'après la guerre froide. L'architecture des alliances bilatérales des États-Unis en Asie était orientée autour d'une seule raison d'être: stopper la menace communiste du fait de la théorie des dominos, selon laquelle si un seul petit État tombait aux mains du communisme en Asie, eh bien, tous allaient chuter comme des dominos. Même les politiques économiques et commerciales étaient éclairées par le seul but de construire des remparts capitalistes et économiques contre le communisme dans tous les pays alliés des États-Unis. L'effondrement de l'Union soviétique a, dans les faits, mis fin à la principale motivation de ce système d'alliance, mais cela n'a pas mis fin aux alliances elles-mêmes en Asie. À cet égard, l'ère qui a suivi la guerre froide a été la première mise à l'épreuve de la résilience des alliances en Asie.
Le réalisme et la théorie des alliances nous apprend qu'une fois que la menace extérieure disparaît, la plupart des alliances se délitent parce que ce sont des mariages temporaires de convenance. Mais ce que nous avons vu dans l'ère qui a suivi la guerre froide en Asie, c'était une transformation des alliances des États-Unis avec le Japon, la Corée, l'Australie et d'autres. Pendant la guerre froide, il s'agissait de pactes militaires étroits qui s'élevaient contre quelque chose, qui s'élevaient contre la menace communiste. Après la guerre froide, cependant, ces alliances se sont transformées pour devenir des institutions politiques plus larges, pluridimensionnelles, qui étaient encore axées sur la sécurité, mais qui se sont aussi diversifiées pour représenter quelque chose, des valeurs communes, la démocratie, la liberté et un ordre international fondé sur des règles. En conséquence, ces alliances militaires se sont élargies pour devenir des institutions qui fournissaient non seulement des avantages en matière de sécurité, mais aussi des avantages au dehors de la sécurité à ses partenaires. Des accords de libre-échange, des valeurs politiques communes, des raisons communes de fournir les biens communs du système international. Cette transformation a aussi coïncidé avec un rétrécissement des écarts de capacité entre le moyeu et les rayons, car les pays alliés se sont démocratisés, ils ont été plus prospères, cela leur a donné la possibilité de participer activement à ces causes communes. Là encore, la théorie des alliances nous apprend que les alliances les plus résilientes de l'histoire, ce sont celles qui se rassemblent pas simplement du fait des menaces matérielles, mais parce qu'elles sont éclairées et motivées par des facteurs conceptuels tels que la promotion de valeurs en commun. Les alliances américaines en Asie, telles qu'elles ont évolué après la guerre froide, semblent respecter ce critère et en effet, c'est la preuve vivante des propositions de cette théorie. Cependant, l'architecture sécuritaire reste de façon prédominante bilatérale. Il y a eu certains dialogues trilatéraux entre les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud, notamment du fait des risques posés par la Corée du Nord, mais c'était vraiment l'exception qui confirme la règle. Le système américain d'alliance en route vélo reste vraiment la caractéristique prédominante de l'architecture de la région. Nous en venons maintenant à la phase 3, le milieu des années 90 jusqu'à la fin des années 90 avec la crise des liquidités asiatiques, la crise financière asiatique. La prochaine grande évolution de l'architecture sécuritaire de la région s'est produite à la fin des années 90 en conjonction avec la crise financière de la région. Cette crise a démarré avec l'effondrement du baht thaïlandais en juillet 97, ce qui a déclenché un effet de contagion avec des dévaluations des monnaies, des crashs boursiers et des défaillances bancaires dans toute l'Asie de l'Est et du Sud-Ouest et du Sud-Est, pardon, en Malaisie, en Indonésie, en Corée du Sud et en Thaïlande. L'Indonésie, la Corée du Sud et la Thaïlande ont été renflouées par le FMI pour un total de 100 milliards de dollars, mais avec des obligations fortes en matière de réforme économique. Et l'agitation politique et sociale qui s'est ensuivie a entraîné la chute de Suharto en Indonésie. La crise financière a mis en lumière des fragilités et des vulnérabilités dans les systèmes bancaires et financiers asiatiques qui les rendaient vulnérables aux chocs macroéconomiques et financiers et aux paniques des investisseurs. Après la crise financière, nous avons vu l'épanouissement d'institutions régionales multilatérales en Asie, surtout centrées autour de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est, que l'on appelle ASEAN. Cela a pris la forme de coalitions économiques centrées sur la région pour fournir des filets de sécurité en cas de future crise financière, pour fournir des accords de swap de devises et aussi pour développer la confiance et réduire l'opacité. En sus de l'ASEAN, ces regroupements comprenaient l'ASEAN plus 3, donc les nations de l'ASEAN plus la Chine, le Japon et la Corée,
l'ASEAN plus 6, l'initiative de Chiang Mai et le sommet d'Asie de l'Est. Le caractère distinctif de ces regroupements était qu'ils n'incluaient pas les États-Unis expressément comme membres à leur charte. De cette façon, enfin d'une certaine façon, cette évolution euh, se devait d'arriver et c'est le reflet de l'impression durable laissée par le réseau en route vélo des États-Unis qui décourageait la formation d'organisations régionales. C'était aussi une riposte régionale compréhensible à la réponse américaine assez distante à cette crise financière. Tandis que les États-Unis ont toujours encouragé leurs alliés à parler les uns avec les autres plus souvent, plutôt que de simplement parler par le truchement des États-Unis, les États-Unis n'étaient pas nécessairement prêts à permettre à leur architecture sécuritaire d'être déplacée, remplacée par ce multilatéralisme régional autochtone. Cela se voit surtout dans les débats de politique sur le sommet d'Asie de l'Est. Créé par l'ASEAN, le sommet d'Asie de l'Est se devait d'être l'institution multilatérale prédominante en Asie, mais les États-Unis n'ont pas exprimé un grand intérêt pour le rejoindre malgré les appels du pied d'alliés tels que le Japon et la Corée. Washington a préféré la coopération économique d'Asie-Pacifique, l'APEC, comme étant le principal regroupement en Asie parce que c'est à l'APEC qu'ils exerçaient le plus de pouvoir. La quatrième phase de l'évolution de l'architecture en Asie a commencé il y a un petit peu plus de 10 ans quand la région a vu le développement de nouvelles institutions, pas fondées sur les États-Unis ou l'ASEAN, mais plutôt sur la Chine. En réaction à un manque de financement des investissements venant d'organisations telles que la Banque asiatique de développement, le Fonds monétaire international ou la Banque mondiale, toutes fortement influencées par l'Occident ou le Japon, la Chine a créé la Banque d'investissement dans les infrastructures asiatiques, l'AIIB, pour soutenir les projets d'investissement dans la région. Elle a aussi créé les nouvelles routes de la soie, la BRI en anglais, pour financer des grands projets d'infrastructure pour relier la Chine avec le monde par des réseaux terrestres et maritimes. La Chine a revitalisé l'organisation de coopération de Shanghai, OCS, pour traiter d'enjeux sécuritaires internes, de terrorisme, d'extrémisme et de séparatisme, et a élargi l'appartenance à cette OCS au-delà de l'Asie centrale. Elle a été aussi en fer de lance dans la création d'un grand accord de libre-échange régional mené par la Chine avec les membres de l'ASEAN plus 6, qui s'appelle le Partenariat économique régional global, RCEP, et c'est une alternative à ce qui était le partenariat mené par les États-Unis, le TPP. Désolé pour tous ces sigles, hein. Ces institutions assises sur la Chine comblaient des besoins importants et permettaient de diffuser l'influence chinoise dans les économies en développement en Asie. Au début, les États-Unis ont minimisé l'importance de ces institutions. Les États-Unis ont refusé de rejoindre l'AIIB chinoise. Ils ont refusé de rejoindre cette banque d'investissement dans les infrastructures en Asie et a essayé d'encourager d'autres alliés américains en Europe et en Asie de refuser les invitations à rejoindre cette AIIB. Mais l'attrait de ces nouvelles institutions en Asie, souvent avec beaucoup moins d'obligations en matière de droit du travail, de l'environnement, de la gouvernance que dans l'Occident, cet attrait était indéniable. La Chine cherchait à utiliser ces institutions pour créer un nouveau rési pour l'architecture sécuritaire en Asie, concentré sur l'Asie pour les Asiatiques, entre guillemets, et l'expulsion des États-Unis de la région.
Cela s'est retrouvé publiquement dans le discours de mai 2014 du président chinois Xi Jinping à la conférence sur les mesures d'interaction et de renforcement de la confiance en Asie, SICA, où Xi Jinping a dit qu'il était temps, je cite, de laisser le peuple d'Asie gérer les affaires de l'Asie, résoudre les problèmes de l'Asie et faire respecter la sécurité de l'Asie. Fin de la citation. Et il a terminé son discours avec une offre selon laquelle la Chine était prête à soutenir et à aider les pays d'Asie à réaliser leurs propres grands rêves. En outre, la Chine a accueilli les pourparlers six-partites sur la dénucléarisation de la Corée du Nord avec la Chine, la Russie, les États-Unis, le Japon, la Corée du Nord et la Corée du Sud. Le but étant d'essayer de dénucléariser la Corée du Nord. C'est assez pour parler que j'ai participé lorsque je travaillais au gouvernement américain. Donc, ces pourparlers six-partites étaient la première institution sécuritaire multilatérale en Asie qui traitait d'une question sécuritaire dure qui impliquait toutes les grandes puissances. Et un résultat de ce côté-là aurait permis éventuellement de créer une nouvelle institution multilatérale en Asie qui aurait impliqué à la fois les États-Unis et la Chine, ainsi que le Japon, la Russie et la Corée du Sud. Tous ces efforts ont eu pour effet de créer pour la première fois en Asie une concurrence en quelque sorte entre ces différentes institutions régionales, ou ce que l'universitaire Kai He a appelé un équilibrage institutionnel en Asie, où les acteurs ont essayé d'éviter d'être forcés de choisir entre les États-Unis, l'ASEAN ou la Chine dans les institutions, et tactiquement, ils essaieraient de choisir le regroupement qui leur offrait le plus d'avantages en fonction de leurs intérêts sur n'importe quelle question à n'importe quel moment. Donc c'est presque comme s'il y avait un menu de différentes institutions régionales parmi lesquelles on pouvait choisir. Cinquième phase de l'architecture régionale, une évolution assez récente, et en partie ça a été déclenché par les activités chinoises en matière de construction d'institutions multilatérales. Les États-Unis se sont concentrés sur, comme je l'ai dit ici dans mon titre, ils se sont concentrés sur ce que j'ai appelé un bilatéralisme mixte, dont le but était de mettre en réseau la structure d'alliance en route vélo traditionnelle avec des groupements plus grands qui suivaient 5 principes. Le premier principe était que ces regroupements consistaient généralement de démocratie libérale en Asie. Deuxièmement, deuxième principe, ces groupements étaient souvent supérieurs à 2, mais inférieurs à 5. Donc, voilà en tout cas ce que, à Washington et dans la région, on a appelé pas le multilatéralisme, mais le minilatéralisme ou le plurilatéralisme. Minilatéralisme ou plurilatéralisme. Troisième principe, ces groupements étaient généralement fonctionnels, purement fonctionnels. Et ils étaient constitués pour traiter d'une question spécifique ou pour chercher à atteindre un objectif particulier. Dans les journaux, vous en avez entendu parler, surtout lorsqu'on parlait de contrôle des exportations de technologies de pointe ou bien de sécurité dans la mer de Chine du Sud, des opérations de liberté de la navigation dans la mer de Chine du Sud. Quatrième principe, ces groupements minilatéraux ou plurilatéraux étaient construits à partir des groupements bilatéraux avec les États-Unis et souvent avec le Japon. Et cinquième principe, beaucoup de ces efforts de regroupement, explicitement ou implicitement, avaient pour but de contrer la Chine.
Donc, le but de ces groupes minilatéraux était de capitaliser sur des relations de travail déjà étroites dans le cadre de la route vélo pour en amplifier les effets en impliquant d'autres membres dans le cadre des alliances qui avaient les bonnes capacités et les engagements politiques. Donc là encore, vous avez peut-être étudié ces groupes minilatéraux. Cela reprend des groupements tels que le dialogue quadrilatéral de sécurité, le Quad avec les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, l'AUKUS, donc le groupe Australie, Royaume-Uni, États-Unis pour les sous-marins et la technologie, le partenariat trilatéral pour les infrastructures, qui comprend les États-Unis, l'Australie et le Japon, et le, le trilatéral de Camp David, comme on l'appelle, avec les États-Unis, le Japon et la Corée, les trilatérales États-Unis, Japon, Philippines, l'alliance Chip 4, il y en a tout un tas. Alors, cette prolifération de minilatérales basées aux États-Unis, autour des États-Unis, était une évolution naturelle de l'architecture classique en route de vélo. D'abord, les États-Unis avaient besoin de répondre aux grands enjeux posés par les institutions fondées autour de la Chine. Deuxièmement, les alliés des États-Unis en Asie se trouvaient dans une situation bien plus forte et plus prospère qu'ils ne l'étaient 50 ans plus tôt. Ils étaient en mesure d'apporter des véritables capacités à la table, à savoir tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, les semi-conducteurs, la production de batteries de véhicules électriques qui étaient évidemment utiles, pourraient être utiles en tout cas pour les États-Unis. Et puis troisièmement, l'administration Biden avait mis une très haute priorité à la reconstitution d'une structure d'alliance en Asie après la période difficile qui avait marqué la première présidente Trump, et surtout, ils y voyaient l'opportunité d'innover cette structure. Et puis, quatrièmement, la pandémie mondiale a souligné la nécessité de s'organiser en tant que groupe de partenaires de confiance qui étaient en quelque sorte sur la même longueur d'onde pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en dehors de la Chine et gérer la concurrence technologique contre la Chine. Alors, cette architecture multilatérale avait des éléments à la fois nouveaux et anciens. Les anciens dans la mesure où les membres des groupes minilatéraux avaient déjà des liens de longue date avec les États-Unis, avec le système bilatéral de la structure en route vélo. Mais cette structure était nouvelle dans la mesure où maintenant les acteurs fonctionnaient dans de nouveaux formats triangulaires, quadrilatérales, de toute forme, toute taille, et autour de questions sur lesquelles ils n'avaient pas travaillé précédemment. Lors d'un événement récemment au Centre des études stratégiques internationales, où j'exerce, en tout cas en dehors de mon poste à l'université de Georgetown, j'ai accueilli une rencontre avec deux des plus influents décideurs politiques autour de cette architecture, donc minilatérale plutôt, ou plurilatérale en Asie. Je les ai interrogés sur les temps forts des 4 dernières années lors de l'administration Biden. Et sans hésiter, ils ont dit que c'était précisément la création de ces structures, de ces groupes plurilatéraux qui constituaient la plus grande réalisation du mandat Biden. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui avec ce second mandat du président Donald Trump? L'étape suivante de l'architecture, disons, asiatique, risque d'être fort différent de ce qui se passait parce que le principal acteur, à savoir les États-Unis, connaît actuellement un véritable changement de paradigme en matière de politique étrangère. Si l'ère
ancienne, en quelque sorte, du système bilatéral de route vélo, de moyeu de rayon, reflétait en quelque sorte une situation où les États-Unis étaient une espèce de léviathan libéral, pour reprendre l'expression de l'universitaire John Eikenberry, une espèce de géant bienveillant qui était disposé à assurer l'écoute du maintien d'un ordre fondé sur des règles, qui apportaient la sécurité, qui ouvrait ses frontières au commerce, à l'immigration. Par contraste, la politique America First est fondamentalement transactionnelle et motivée essentiellement par les intérêts propres au pays. Et donc, on s'appuie sur des réciprocités spécifiques et non pas une réciprocité diffuse. Cette nouvelle démarche, cette nouvelle politique se concentre pour essayer d'éviter que les États-Unis se débordent à travers le monde et renforce la puissance américaine sur le territoire américain en se retirant de l'étranger progressivement. Alors, ces politiques America First ont une autre vue de la valeur des alliés. Pour Trump, les alliés, qu'ils soient en Europe ou en Asie, ne sont pas des atouts pour les États-Unis qui ont rendu l'hégémonie américaine unique sur le plan historique, mais plutôt des charges qui sapent, qui drainent la puissance économique et militaire des États-Unis. Alors, cette diapo est peut-être difficile à lire du fond de la salle parce que c'est écrit très petit, mais enfin, sur ce tableau, cette espèce de cadran en quatre, ou plutôt ce tableau en quatre cadrans, montre la façon dont les États-Unis, en tout cas sous l'administration Trump, dont les États-Unis évaluent les alliés en Asie et en Europe selon deux mesures. L'un concerne la dépense, au titre de la défense, et ensuite le commerce, les échanges. Et donc, vous avez en ordonnée les dépenses militaires et en abscisse la balance commerciale. Alors là, vous avez pas simplement les alliés de l'OTAN, mais c'est également ceux de la région Indo-Pacifique. Et là, on essaie de voir si un allié, un pays membre de l'OTAN ou de l'Alliance de l'Indo-Pacifique présente un déficit ou un excédent commercial vis-à-vis des États-Unis. Donc ça, c'est l'abscisse en horizontal. Et en ordonnée, en axe vertical, la question est de savoir si un pays consacre 5% ou plus ou moins de son PIB au titre de la défense. Alors, c'est une espèce de généralisation, mais je ne crois pas qu'il soit faux de dire que c'est véritablement ainsi que Donald Trump évalue ses partenaires. Autrement dit, s'il ne dépense pas, s'il ne consacre pas 5% du PIB à la défense, là, qu'ils abusent de l'engagement militaire des États-Unis, et s'il présente un excédent commercial par rapport aux États-Unis, et là, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui dit que ces pays-là trichent en quelque sorte dans les échanges commerciaux avec les États-Unis. Donc, si vous avez une cartographie ainsi de ces alliés, vous voyez que personne se trouve dans la zone verte, à savoir présentant un déficit commercial et une dépense militaire au-delà de 5% du PIB. Tout le monde, essentiellement, triche par rapport aux États-Unis sur le plan commercial et personne ne consacre assez d'argent à la défense. Alors, si l'on essaie de comprendre le comportement de Trump par rapport à ses alliés, ses partenaires, en tout cas, vous avez ici une grille de lecture qui vous permet de mieux comprendre la chose. Alors, Trump dénigre les alliés qui présentent, qui ont un excédent commercial par rapport aux États-Unis. Donc, vous avez l'Allemagne, et soit Taïwan ou soit Japon. Enfin, vous avez 2 ou 3 pays et le 4e pays, c'est la Corée du Sud. L'Allemagne a un excédent de 80 milliards, la Corée 61 milliards et les 2 autres quelque chose un peu en dessous. En tout cas, ce sont des pays qui présentent un excédent commercial et donc qui trichent. Ceux qui ne dépensent pas au titre de la dépense de la défense, ce sont donc ceux qui abusent, qui sont un peu des piques-assiettes. Alors, comme vous voyez sur le tableau, il n'y a pas d'alliés en Europe ou en Asie qui remplissent les deux critères, avec l'exception de la Lettonie.
Alors, je ne sais pas s'il y a un Letton dans la salle ou une Lettonne. Toujours est-il que la Lettonie a au moins atteint les 3% du PIB au titre de la défense. Au départ, c'était 3%, pas 5%, au titre de la défense, au titre des dépenses militaires. Et maintenant, c'est Trump qui a publiquement porté le pourcentage à 5%. Et en tout cas, la Lettonie, donc, remplit ce critère des 3%. Le seul allié de l'Indo-Pacifique qui présentait un déficit commercial par rapport aux États-Unis n'était autre que l'Australie. Alors, je ne sais pas s'il y a des Australiens dans la salle, mais ils peuvent être fiers de ce résultat. Toujours est-il que si cette tradition d'alliance américaine en Asie a été de construire des coalitions pour se défendre ou dissuader la menace communiste, maintenant, Trump estime que les alliés ne servent à rien si lui-même peut faire face à ces menaces, qu'il s'agisse de Vladimir Poutine ou de Kim Jong-un ou de Xi Jinping. Trump préfère faire usage de la diplomatie personnelle pour désarmer ses adversaires, même si cela signifie se découpler de ses propres alliés. Lors du premier mandat de Trump, ses réunions au sommet avec Kim Jong-un, donc le dirigeant nord-coréen, ces échanges, ces rencontres ont failli le découpler, ou en tout cas découpler la sûreté de l'État américaine de celle de son allié de Corée du Sud. Et de plus, ceci a été fait de manière telle qu'il a géré directement l'adversaire et ensuite après, a mis son allié devant le fait accompli. La semaine dernière à Washington, alors je ne sais pas si vous avez suivi ça à la télé, ces efforts pour essayer de trouver un accord de paix en Ukraine, on a vu finalement une scène tout à fait analogue où d'abord Trump a rencontré Poutine, à savoir donc l'adversaire, et ensuite a essayé de négocier un accord en court-circuitant l'allié ukrainien. Alors, tout ce que cela signifie pour l'avenir de la sécurité en Asie n'est pas véritablement lisible, mais enfin, on peut quand même formuler quelques spéculations. D'abord, la politique américaine au cours des 4 prochaines années sera stratégiquement prévisible, mais imprévisible sur le plan tactique. Les biais, les systèmes de croyances de Donald Trump sont bien connus. C'est un livre ouvert, on le lit comme un livre, on sait, et il dit ce qu'il pense sans filtre, il ne change pas d'avis trop souvent. Mais quant à savoir quand cela se traduit dans la pratique, ça, c'est absolument imprévisible. Et puis deuxièmement, on pourra s'attendre à des actions agressives sur le plan commercial non seulement contre les adversaires, mais également contre les partenaires, actions qui seraient de nature à compromettre des alliances de longue date avec les États-Unis. Et puis, nous entrons dans une période de retranchement de la sécurité américaine qui pourrait avoir des répercussions en Europe et en Asie. Alors, il y a les 2 cibles qui sont visées en la matière, l'Allemagne et la Corée, puisque l'un et l'autre pays accueillent des troupes américaines, des bases militaires que Trump souhaiterait retirer. Les 2 pays présentent des excédents commerciaux avec les États-Unis. Et alors là, évidemment, vous avez les 2 mauvaises conditions qui font que ces pays se trouvent exactement dans la ligne de mire de Donald Trump. Alors, le rôle traditionnel des États-Unis en tant que pourvoyeur de sécurité qui sous-tendait les alliances aussi bien en Europe et en Asie, ce rôle traditionnel ne se maintiendra vraisemblablement pas sous la présidence Trump, et cela permettrait à d'autres, tels que la Chine, la Russie et à d'autres pays, de profiter de ce nouveau vide. Mais cela permettra également aux alliés et partenaires traditionnels des États-Unis de trouver des opportunités, des impératifs même, chacun dans son théâtre respectif, de travailler de manière plus étroite.
à mon sens, l'intérêt de l'Europe pour la région de l'Asie-Pacifique s'est développé de manière incommensurable euh, et et vice-versa. L'Asie porte un intérêt tout à particulier à la sécurité européenne. Lorsque je me rends en Asie, on m'interroge souvent, ou quand je me rends en Europe, on me demande quand est la dernière fois que j'étais à Tokyo et inversement. Heu, Lorsque je me rends ailleurs en Asie, on me demande quand je me suis rendu à Tokyo la dernière fois. En réalité, je me suis rendu bien plus souvent à Bruxelles qu'en Asie parce que en raison de l'intérêt mutuel, de l'Asie pour la sécurité européenne et vice versa. Donc cet, échange entre le théâtre européen et indo-pacifique a été, conditionné par, la situation en Ukraine et notamment le soutien de la Chine et de la Corée du Nord pour, la Russie. Mais également ceci, a été, stimulé, par, les tentatives des États-Unis de créer un seul théâtre, entre l'Europe et entre les alliés plutôt européens et asiatiques. Alors devant ce recul, ce retranchement des États-Unis au cours des prochaines années, l'Europe et l'Asie seraient bien avisées de créer leurs propres groupes minilatéraux en matière de sécurité militaire, mais également économique, sécurité des chaînes d'approvisionnement, pour combler ce nouveau vide. Alors, pour donner suite donc à la nouvelle administration, par rapport à la précédente, on peut se dire que en fait, la précédente administration a peut-être jeté les bases du retrait de Trump à la fois d'Asie et d'Europe. L'Asie et ses partenaires européens se sont rapprochés à travers des innovations telles que la participation de partenaires indo-pacifiques, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande au sommet de l'OTAN à Madrid en 2022, au sommet de Vilnius en 2023, au sommet de Washington en 2024, ainsi que la participation des partenaires indo-pacifiques au sommet du groupe des 7 à Hiroshima en 2023. C'est de cela que je m'entretenais d'ailleurs avec le ministère français des Affaires étrangères à l'instant. Tous ces 2 sommets, en tout cas, ont abouti à des déclarations qui ont rapproché l'Asie et l'Europe, dans leurs efforts de sécuriser les chaînes d'approvisionnement, de prévoir un usage éthique, heu, pas simplement sur le plan militaire de l'intelligence artificielle, la défense de l'Ukraine et de Taïwan, la lutte contre la prolifération nucléaire et le maintien d'un ordre, international fondé sur des règles. Compte tenu des sous-performances d'institutions traditionnelles de gouvernance mondiale telles que le Conseil de sécurité des Nations unies, le G20, l'Organisation mondiale du commerce, de plus en plus, les partenaires, disons, qui sont, disons, en harmonie sur ces questions, se sont tournés vers le G7 et les sommets de l'OTAN pour coordonner leur politique. Et le G7 en particulier, avec la participation de pays de l'Indo-Pacifique, ont permis à l'Europe, à l'Amérique et à l'Asie d'élargir en quelque sorte leur rôle dans la gouvernance mondiale à une époque où les institutions multilatérales classiques sont sous pression. Une étude menée au centre CSIS l'année dernière, par exemple, a montré que des pays tels que l'Australie, la Corée du Sud, l'Espagne ont des métriques de performance qui sont tout aussi bons que ceux des membres actuels du G7 dans les grands domaines qui ont été évoqués dans les déclarations des leaders du G7. Et pour comprendre les 2 diapos qui suivent, on va commencer par celle-ci. Alors, c'est très difficile à lire du fond de la salle, mais néanmoins, ce que l'on voit sur ces tableaux, en haut, on voit la résilience économique et la sécurité alimentaire, le développement durable. Donc ça, c'est les 3 colonnes, hein. Ensuite, vous avez en dessous la compétitivité numérique, le changement climatique, l'Ukraine et le droit du travail. Donc vous avez ces 5 colonnes qui représentent les domaines clés où les dirigeants du G7 ont annoncé leur volonté de se coordonner, de coordonner leur politique. Donc le G7
Ça n'est pas simplement une organisation de pays riches qui souhaitent coordonner leur politique budgétaire ou fiscale, ce qui était à l'origine le point de départ. Mais ces pays se sont donné l'idée de coordonner leur politique dans ces domaines, donc de sécurité alimentaire et autres, pour avoir une gouvernance, disons, mondiale à une époque où les instances censées assurer cette gouvernance sont en difficulté. Alors, vous avez des métriques, des chiffres de performance qui sont tout à fait publics et que vous pouvez consulter. Et l'on peut, grâce à cela, classer les pays du G7 dans tous ces domaines dans lesquels donc ces pays se sont engagés à se coordonner. Ce que l'on voit, alors encore une fois, je sais qu'on ne peut pas lire d'ici, mais là, lorsque vous avez des lignes grisées, cela représente l'Australie, l'Espagne et la Corée du Sud. C'est les trois pays. Alors, vous n'avez pas besoin de lire les chiffres exacts, mais ce que l'on voit, c'est que ces pays s'en sortent aussi bien que les membres actuels du G7 dans ces 7 domaines donc, qui sont énumérés, 7 domaines où les dirigeants du G7 ont annoncé leur intention de se coordonner. Donc ça, ce sont les pays. Puis là, vous avez le classement général avec ces 7 critères. Vous avez que l'Australie qui se trouve en 5e position, la Corée du Sud en 8e position. Alors, l'Italie se trouve en bas de la liste dans ces deux classements, enfin, dans tous les classements. Toutes mes excuses aux Italiens s'il y en a dans la salle. Toujours est-il que des pays tels que l'Australie, la Corée du Sud et l'Espagne ont des performances, des chiffres de performance qui sont aussi bons que ceux des autres dans ces domaines clés. Ceci est ressorti des sommets des leaders du G7 où les engagements ont été annoncés. Et donc, vous avez des pays qui pourront apporter des capacités dont l'organisation auront bien besoin à une époque où ces organisations de gouvernance mondiale sont non seulement en difficulté, elles sont sous-performantes pour ainsi dire, et sont également euh, attaquées de part et d'autre. Au cours des dernières années, la Russie a mis son veto à 14 projets de résolution du Conseil de sécurité et le Japon la Chine, pardon, en avait fait de même. On voit que ces instances sont incapables d'agir sur ces questions clés, l'Ukraine, Gaza ou la Syrie. Le Conseil de sécurité des Nations unies se montre impuissant. Alors même si la guerre est une chose épouvantable, vous avez quand même une conversation entre les théâtres de l'Indo-Pacifique et de l'Europe sur des questions sécuritaires et de manière inédite. Et ces conversations sont de plus en plus importantes, justement à présent que les États-Unis font mine de se retirer. L'architecture en Asie et en Europe se sont appuyées sur les États-Unis qui étaient la fondation et un rôle diminué des États-Unis ne devrait pas simplement se traduire par des politiques, si vous voulez, d'auto-renforcement, mais également par un dialogue entre ces deux théâtres pour renforcer l'architecture non seulement de défense, mais également de gouvernance mondiale pour dissuader la menace et reconstruire un ordre international fondé sur les règles. Je vous remercie de votre attention. Peut-être de ma part, un premier champ de questions. Alors d'abord, merci parce que c'est vrai que c'était une présentation remarquablement claire qui nous a amené à la fois à comprendre à travers les 5 phases de développement comment des systèmes d'alliance ou des mécanismes d'alliance s'étaient mis en place. Puis d'avoir ramené aujourd'hui doucement la question sur une actualité qui pour nous est évidemment inquiétante, puisque les Européens ont l'impression que leur allié principal, structurant, historique, les abandonne, d'autres diraient les trahit. Et donc, peut-être la première question, elle est peut-être un peu académique, mais vous y avez beaucoup travaillé. C'est au fond, dans les 2 modèles de multilatéralisme chinois classique que vous mettez en avant
et de ce que vous avez appelé le minilatéralisme ou un système croisé de bilatéralisme, etc. Au fond, quel est de ces 2 modèles, celui qui est aujourd'hui le plus dynamique? On a l'impression que les États-Unis, heu, en faisant ce choix particulier pour l'Asie qui n'a pas été le choix pour l'Europe, ont conservé au fond de la liberté d'action et ont pu, éviter d'épouser certaines querelles de leurs alliés, donc ils sont restés très manœuvrants, très agiles. C'est une, je dirais, c'est un système d'alliance, qui montre son efficacité. Sauf que peut-être, dans beaucoup de domaines, mais sans que forcément il aboutisse à une consolidation aussi forte dans le domaine de la sécurité qui est aujourd'hui, un domaine aussi inquiétant. Donc première question, est-ce que, Trump va continuer à jouer ce modèle qui finalement lui irait bien, même s'il veut être dans du transactionnel bilatéral, ça le permet, ça accommode les choses? Heu et 2e question, est-ce que le modèle chinois est un modèle qui est conquérant, dynamique, qui avance, qui a plus de chances, d'attirer peut-être certains pays qui vont, être étonnés de cet abandon, des obligations de l'hégémonie que revendiquent les États-Unis? Bien. Ça. Écoutez, je vous remercie, pour ces questions plutôt. La première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est de vous dire que, s'il est une chose que les États-Unis et la Chine ont en commun en mat pas simplement pour la région Indo-Pacifique, mais d'une manière plus générale, les Chinois, les Américains préfèrent le bilatéralisme parce que le bilatéralisme donne au plus fort, heu, l le la plus grande, force de négociation. Et donc dans ce cadre, ce que vous aviez, c'est que, maintenant on constate que les États-Unis ne sont peut-être pas aussi puissants que par le passé et dans ce nouveau système, chinois, les alliés avaient les moyens de mettre des choses sur la table, qu'il s'agisse de semi-conducteurs, d'intelligence artificielle, de, biologie de synthèse, enfin tous ces pays étaient en mesure d'apporter, de contribuer quelque chose. Alors, certes, la Chine préfère le bilatéralisme puisque la Chine a toujours été réticente à travailler avec les pays de l'Indo-Pacifique en tant que groupe et elle préfère traiter avec chaque pays individuellement, uniquement avec les Philippines ou uniquement avec l'Australie, puisque là, il se retrouve dans une situation de force. La Chine se retrouve dans une situation de force, dans ces situations bilatérales. Alors, devant ce retranchement américain, on peut imaginer que la Chine y trouve des opportunités pour faire évoluer, pour faire glisser l'équilibre de l'influence dans la région asiatique, le centre de gravité en quelque sorte. Dans ses interventions en Asie, la Chine fait intervenir à la fois de l'argent et de l'information. Ce que j'entends par là, c'est que pour les pays en développement, pour les économies émergentes, notamment en Asie du Sud-Est, la Chine fait intervenir des financements de grands projets grâce à cette structure, de cette banque, l'AIIB, ou à travers la nouvelle route de la soie pour construire des autoroutes, des installations portuaires, des stades, des grands projets emblématiques, ce qu'on appelle enfin, c'est une façon de capturer, comme on appelle, les élites grâce à ces projets spectaculaires. Mais en plus de cela, de ces grands projets ainsi financés, la Chine fait évoluer, si vous voulez, la conversation dans ces pays, justement, la conversation autour de la Chine ou des États-Unis, grâce à une forte diffusion d'informations. Et dans ces économies émergentes, vous avez des médias extrêmement actifs qui ne sont généralement pas très bien financés. Et c'est là que la Chine intervient en proposant toutes sortes de choses pour que le récit que l'on trouve dans les médias, dans la presse écrite, dans les médias audiovisuels, trouver un récit, un narratif qui soit favorable à la Chine et défavorable aux États-Unis. Et
entre parenthèses, il y a quelques mois, je me suis entretenu avec un groupe de quelques 80 bénéficiaires d'une bourse Fulbright qui se rendaient dans des pays d'Asie centrale et d'Asie du Sud-Est. Alors, ce système de bourse Fulbright permet à de jeunes Américains ou de jeunes diplômés de l'université américaine leur permet de se rendre dans ces pays pour y effectuer de la recherche, mais également pour enseigner l'anglais, pour se livrer à des activités associatives. Enfin, ça, c'est un programme américain qui date de nombreuses années. Je crois que ça avait commandé sous l'administration Kennedy, le programme donc de bourse Fulbright, qui est menacé de se voir dissoudre sous l'effet du département DOGE, de l'efficacité gouvernementale, un programme qui risque d'être supprimé. Mais ce que j'ai dit à ces jeunes gens, c'est qu'ils doivent s'attendre à se retrouver dans un environnement d'information dans ces pays où la rumeur circule que c'est l'OTAN qui a déclenché la guerre en Ukraine. Alors, c'est pas vraiment de l'information, c'est plutôt de la désinformation. Et plus les États-Unis se retireront en quelque sorte de la scène, plus ce genre de désinformation risque de proliférer. Alors que dans les pays industriels, qui n'ont pas besoin de financement ou de capitaux chinois, les organisations, les systèmes médiatiques ne sont pas aussi facilement, si vous voulez, infiltrés qu'ils ne le sont dans ces pays en développement. Et alors là, comment combler le vide laissé par les États-Unis? Comment la Chine va-t-elle s'y prendre? Son influence se fera par la coercition économique. Et ce que j'entends par euh, coercition économique, c'est l'instrumentalisation des échanges commerciaux pour créer des situations de dépendance. Depuis 2003, la Chine a eu recours à cela contre 18 gouvernements, y compris la France, et quelques 600 entreprises privées, dont un grand nombre d'entreprises françaises, pour modifier l'attitude par rapport à Taïwan, au Tibet, à Xinjiang, ou pour taire toute critique du Parti communiste chinois ou du président Xi Jinping. Donc, ça sont là les outils dont la Chine se servira, dont elle se sert actuellement et dont elle se sert de plus en plus pour combler le vide laissé par le départ, si tant est que les États-Unis se retirent. Une question avant de passer la parole à la salle. Et il y a eu en creux de la conférence, ce qui n'est pas une alliance, mais qui semble avoir été, un axe structurant dans la guerre en Ukraine, qui a été l'alignement, des intérêts, et des soutiens militaires, économiques apportés à la Russie par, la Chine, par la Corée du Nord, par l'Iran. Donc il y a une sorte d'axe qui n'est pas une alliance et certains pensent que dans le comportement diplomatique de Trump, notamment sur l'Ukraine, il y aurait la volonté de briser cet axe, d'une certaine manière de pousser, des réactions, et notamment, d'antagoniser la Russie et la Chine. Est-ce que ça vous paraît, crédible comme visée américaine? Et deuxièmement, est-ce que ça vous paraît, réaliste en termes, d'objectifs, obtenables, c'est-à-dire, une dissociation des intérêts stratégiques, de sécurité de la Russie et de la Chine? Oui, très très bonne question. Ces jours-ci, on parle beaucoup de cette question, en particulier à Washington. Notamment, la guerre en Ukraine a eu pour effet de rassembler ces quatre acteurs. Alors, de toute évidence, lorsqu'il s'agit du soutien militaire direct de la Corée du Nord à la Russie dans la guerre en Ukraine, ça, c'est vraiment inédit. Aujourd'hui, dans les informations en source libre, presque 50% des munitions russes utilisées contre l'Ukraine sont fournies par la Corée du Nord. Ça signifie que des armes nord-coréennes tuent des Européens.
aujourd'hui. En sus, la Corée du Nord a fourni plus de 12 000 soldats pour aller se battre, notamment dans la région de Kursk, pour se battre pour la Russie, au nom de la Russie. Avant que l'on lance cette idée de pourparlers de paix. Alors, on sait que quand on parle de pourparlers de cessez-le-feu ou de paix, eh bien, c'est là que les combats militaires s'intensifient parce que tout le monde essaye vraiment de pousser son avantage avant que le statu quo vienne s'établir. Donc, la Russie a utilisé des soldats nord-coréens à cette fin. Ça, c'est vraiment complètement inédit. J'étudie cela depuis 30 ans et jamais dans tout ce que j'aurais pu imaginer, je n'aurais pu croire qu'il y aurait des soldats nord-coréens au milieu de l'Europe pour se battre et qu'on utiliserait des munitions nord-coréennes contre des Européens. Jamais je n'aurais imaginé cela. Donc voilà, ça, c'est le signe le plus évident de ce phénomène, mais ce qui est tout aussi important, c'est le soutien industriel apporté par la Chine à la Russie. Les pays ne peuvent pas mener une guerre s'ils n'ont une capacité industrielle pour les soutenir, et c'est la Chine qui a fourni en grande partie ces capacités industrielles. L'Iran aussi a fourni des technologies de drones. Donc là, certains parlent des CRINK, C-R-I-I-N-K, Chine, Russie, Iran, Corée du Nord, en anglais, comme étant un véritable défi sécuritaire à l'administration Trump. Eh bien, selon certains, l'un des arguments justifiant ces tentatives visant à contrer ce retranchement instinctif de Trump de la région, c'est cet axe des autocraties qui est une véritable menace grave, non seulement pour l'ordre mondial, parce que Trump se moque effrontément de cet ordre mondial, mais pour les États-Unis, que c'est une véritable menace grave. Nous allons lancer un projet au CSIS, mon centre, pour voir de manière empirique quelle est vraiment la teneur exacte de ces relations quadripartites. Il y a certains points, les troupes nord-coréennes en Russie, le soutien industriel chinois à la Russie, mais pour essayer vraiment de comprendre ce qu'il y a de plus et dans quelle mesure c'est un effort coordonné pour savoir s'ils agissent de concert dans d'autres endroits du monde pour créer, alors je ne sais pas si ça se traduit bien, mais pour créer des sortes de têtes de pont ou des États vassaux, pas en Europe, mais en Amérique du Sud, en Afrique, dans d'autres endroits. Nous menons une étude empirique. Question sur Taïwan, mais je suis sûr que quelqu'un la posera très bien dans la salle. Je passe d'abord la parole aux étudiants. On passe le micro ici. J'ai vu quelqu'un qui levait la main là-haut. Levez bien la main pour me voir. Bonsoir à tous. Une question, si vous voulez bien. Donc en français, oui. Tout d'abord, merci pour votre présence. C'est un honneur de vous accueillir ici à Sorbonne et merci pour cette présentation magistrale. Donc sur la fin de votre développement, vous avez donc parlé de de ce vide qui peut arriver dans l'architecture sécuritaire Indo-Pacifique avec, les Américains qui prennent leur distance et la politique extérieure America First. Et aujourd'hui, on a la situation en fait avec l'Ukraine, les pourparlers de paix. Et en Europe, il y a cette idée de construire une position un peu divergente des États-Unis, commune chez nous. Et on peut facilement en fait imaginer demain, on en parle beaucoup, une guerre commerciale avec la Chine et les Américains. On peut imaginer assez facilement que les Américains imposent aux Européens ce découplage avec la Chine. Et en Europe, on a une certaine interdépendance avec la Chine. Économiquement, c'est très dur à assumer cette relation. Est-ce que vous pensez que demain, les Européens pourraient avoir une troisième voie, une position qu'ils pourront défendre face aux Américains dans leur relation avec la Chine? Est-ce qu'ils pourront vraiment avoir une sorte de relation neutre qu'ils peuvent défendre? Ou est-ce qu'on sera, vous avez dit, cette coercition économique, est-ce qu'on sera obligé par les Américains à suivre leur position? Merci. J'ai vu qu'il y avait une question là, mais je ne vous vois pas. On est complètement aveuglé par le projecteur à cause des Je suis là. missions. Ah bien, allez-y, je ne vous vois pas, mais Bonjour.
Merci pour votre intervention. Il y a quelques jours, le dollar a souffert une baisse dans la bourse qui a été attribuée aux tensions entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. Est-ce que cette forme d'affrontement économique peut remplacer la course militaire et s'étendre en Asie, en dehors des sanctions imposées à la Chine? Merci. Une troisième question? Oui, monsieur, là. Thank you, Professor Cha, for your. Merci, professeur Cha, pour votre présentation et pour vos éclairages. J'aimerais vous demander si en Asie, les activités de la Chine et de la Corée du Nord, ainsi que de l'Iran, sont vues comme une menace pour les intérêts de pays tels que la Corée du Sud ou le Japon, qui sont affiliés avec l'Occident. Est-ce que la guerre en Ukraine pose un obstacle dans la relation entre l'Europe et l'Asie pour former d'autres alliances à l'avenir? Ou bien est-ce que la guerre est considérée comme vraiment une nuisance et comme un obstacle pour l'établissement de futures alliances? Répondre aux trois questions. Hum, Très bien, je vais essayer de me rappeler toutes les questions. Donc, premièrement, si nous regardons ce qui se développe concernant l'Ukraine et la possibilité d'un cessez-le-feu, on voit très clairement où sont les Européens sur cette question, n'est-ce pas? Dans ma présentation, dans le contexte d'un retranchement américain, j'encourage l'Indo-Pacifique et le théâtre euro-atlantique à ne pas viser une sorte d'indépendance, d'autonomie, mais plutôt à s'aider les uns les autres. Et la possibilité d'un cessez-le-feu en Ukraine est une grosse épreuve pour les alliés indo-pacifiques parce que d'un côté, ils pourraient décider eux-mêmes de ne se fier qu'à eux-mêmes et donc d'accepter tous les accords qui pourraient en ressortir, même si c'est très injuste pour l'Ukraine, de ne pas apporter leur grain de sel en matière de questions de garantie de sécurité pour l'Ukraine et simplement d'en tirer les bénéfices commerciaux avec de grands investissements dans la reconstruction ukrainienne et une normalisation des relations en matière manufacturière et énergétique avec la Russie. Ça serait très facile pour les pays de l'Indo-Pacifique de le faire. Mais dans les faits, il s'agirait d'abandonner ce pourquoi on s'est battu dans cette guerre. Ce serait le véritable drame. Les partenaires indo-pacifiques devraient, sans aucun doute, faire tout leur possible pour aider à reconstruire l'Ukraine. Et il y a beaucoup d'entreprises coréennes et japonaises qui sont tout à fait prêtes à participer, mais ils ne peuvent pas rester neutres sur la question sécuritaire. Ça, c'est vraiment une épreuve tout à fait importante. Et puis, les choses ne sont pas claires. Très sincèrement, je sais que nous sommes filmés ici, mais quand je vais dans la région pour interagir avec tout un tas d'entreprises, pas simplement des groupes de réflexion des universitaires, mais des entreprises, alors les questions qu'elles posent montrent déjà qu'elles se positionnent pour la levée des sanctions sur la Russie qui accompagnerait le cessez-le-feu lié à l'Ukraine. Donc c'est très décourageant, très très décourageant. Et on ne parle même pas de garantie sécuritaire, hein. Donc, moi, ce que j'espère et ce que je leur dis à ces entreprises dans la région, c'est qu'on ne peut pas faire ça. Là, ce serait un véritable découplage du problème sécuritaire européen si elles faisaient cela. Si elles souhaitent que les Européens se découplent de Taïwan et de la péninsule coréenne, pas de problème. Mais si ils veulent que les Européens restent impliqués, eh bien, il faut qu'eux aussi soient impliqués sur la question sécuritaire en Ukraine. Pour ce qui est de la question des guerres douanières, oui,
le marché boursier américain a déjà perdu tous les gains qui avaient été accumulés depuis l'élection de Donald Trump, Mmh. rien que du fait de l'annonce de ces droits de douane à l'encontre du Mexique et du Canada. Mmh. Personnellement, je ne crois pas que cela va être un phénomène de long terme pour deux raisons. Premièrement, le marché trouve toujours une façon d'incorporer le risque et de s'y adapter. Et deuxièmement, Donald Trump aime bien parler de droits de douane. Il dit que c'est un mot magnifique, il aime bien en parler, mais il fait toujours de grandes déclarations, mais ensuite, il arrive à trouver un accord. C'est ce qu'on a vu avec le Canada et le Mexique, après avoir parlé à Trudeau et à la présidente. Et on voit maintenant que les droits de douane sont suspendus jusque je ne sais quoi en avril. Donc, je crois qu'avec la Chine, il va continuer cette guerre douanière, mais ses actions à l'encontre des alliés, on ne sait pas à quel point ça va être durable. Et puis, si il applique cela à l'Allemagne ou au Japon, à la Corée, s'il continue d'en parler, mais ensuite d'en faire moins, le marché va s'y ajuster. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas un problème, c'est un véritable problème. Les États-Unis se comportent de façon erratique, peu fiable, c'est un problème, mais je ne suis pas vraiment sûr. Bon, très bientôt, les marchés vont être comme un petit peu accoutumés, une sorte vraiment, ils y seront complètement indifférents. Donc oui, est-ce que Mmh. la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord sont une menace pour l'Asie-Pacifique et l'Europe? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il pourrait y avoir un découplage? Là, j'ai dit que les Européens pourraient se découpler de Taïwan également. Ça, c'est entièrement possible. Mais le domaine où je pense vraiment que les pays indo-pacifiques et les pays européens ont un véritable objectif en commun, c'est en ce qui concerne la coercition économique chinoise. Comme le sous-entend votre question, les pays européens, l'UE dépend fortement du marché chinois, mais ça, c'est le cas pour tous les pays du monde, en fait. Tous les pays du monde dépendent de la Chine économiquement. Mais en même temps, nous ne pouvons pas, la Chine, utiliser cette dépendance comme une arme pour obtenir tout ce qu'elle veut. Donc, à cet égard, en fait, les pays indo-pacifiques et européens ont beaucoup de produits dont ils font commerce avec la Chine, dont la Chine dépend fortement. Ça vous étonnerait. La Chine est quasiment à 100% dépendante de l'Europe pour le cognac, à quasiment 100% pour son approvisionnement en cognac de luxe. Alors bien sûr, on peut acheter d'autres eaux de vie qui ne sont pas de la même qualité, mais et il y a beaucoup de cas de ce genre, hein. So, mmh, Alors, si tous ces pays qui ne peuvent pas tenir tête isolément à la Chine se rassemblent, eh bien, ils auraient beaucoup plus de pouvoir. L'exemple le plus significatif de cela en a été ce qu'il s'est passé ici en Europe, à savoir la création de l'instrument anti-coercition après que la Chine a imposé des sanctions à la Lituanie et ensuite au marché européen avec des sanctions économiques. La communauté européenne a créé l'instrument anti-coercition qui a été déployé, je crois, en décembre 2023. Et tous les experts européens à qui j'ai parlé, à qui j'ai posé la question. Alors, l'instrument anti-coercition, ça veut dire que, en gros, il y a tout un tas de produits
qu'échangent les pays européens avec la Chine, dont dépend la Chine. Et si la Chine utilise la coercition économique contre n'importe lequel des pays de, du marché commun, du marché unique européen, eh bien, cet instrument anti-coercition se réserve la possibilité d'imposer des représailles à la Chine. C'est une sorte de dissuasion. Et je ne suis pas de cela de près, mais tous ceux à qui j'ai posé la question pour savoir si l'Union européenne avait déjà dû se servir de cet instrument anti-coercition, tous m'ont dit qu'ils n'avaient pas connaissance d'un cas où il avait fallu l'utiliser. Ça veut dire que la dissuasion fonctionne. Si on se rassemble, la coercition fonctionne. Donc, la dissuasion fonctionne, se reprend l'interprète. Donc, les pays de l'Indo-Pacifique et les États-Unis ont beaucoup à apprendre de ce qu'a fait l'UE concernant vraiment cet instrument anti-coercition. Alors, on commence par l'étudiant qui est ici, et ensuite on va suivre jusqu'au professeur Plovelakis. Oui, en français. Est-ce que vous pensez que le comportement de Trump vis-à-vis de Moscou à offrir quelque peu l'Ukraine pourrait encourager la Chine à envahir Taïwan plus tôt, Voilà. parce que tout simplement ce serait le bon moment de le faire? Alors, monsieur, qui est là, et ensuite, professeur Plovelakis, monsieur, je vous ai vu, vous aurez votre tour tout à l'heure. Oui, bonjour, merci beaucoup. Une première question peut-être un peu provocante. Est-ce qu'il y a encore des professeurs d'université qui conseillent l'administration américaine aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est plus en rapport, et merci pour votre honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'il est arrivé quelque chose que vous n'aviez pas prévu malgré 30 ans d'études, c'est la présence de soldats nord-coréens en Europe. Et donc, j'ai la question qui se déclenche, c'est pour les acteurs de l'Indo-Pacifique, quelle est la rupture qu'ils n'ont pas prévue qui pourrait arriver? Difficile comme question, mais Là devant. thank you very much. Merci beaucoup pour ces propos extrêmement clairs, très éclairés. J'aimerais en venir au lien entre les deux théâtres, le théâtre atlantique et le théâtre indo-pacifique. Il existe une institution qui rassemble les deux théâtres et qui a une longue expérience de travail et dont la capacité de réaction a été prouvée, c'est l'OCDE. En fait, depuis 3 ans, je suis ambassadeur grec à l'OCDE et en fait, j'étais au Conseil de l'OCDE après l'invasion russe de l'Ukraine et j'ai participé à notre décision de rompre tous les contacts avec la Russie du jour au lendemain. Comment se fait-il que l'OCDE, d'une certaine façon, soit en dehors du radar de la visibilité dans ce débat? Parce que vous n'en avez pas parlé, mais c'est aussi quelque chose dont on ne parle nulle part. En tant que grand connaisseur de l'OCDE de l'intérieur, ça m'étonne parce que l'OCDE est un instrument épatant pour ce que nous souhaitons faire. Il faut simplement que elle se tourne plus vers la dimension géopolitique, je pense. Merci. Ukraine, juste pour compléter peut-être la question, est-ce que sur le Taïwan, est-ce que le cas de l'Ukraine peut pousser la Chine à agir? Mais quelle serait aussi la réaction de Trump? C'est-à-dire, est-ce qu'il se sent lié comme vis-à-vis de son allié israélien? Est-ce qu'il se sent délié comme vis-à-vis de ses alliés européens? Il semble avoir dit qu'il était plutôt délié de ce cas. Donc, d'une certaine manière, il se déchargerait et là, ça ouvrirait peut-être la voie de l'audace. On ne sentait pas venir, par ailleurs, du côté des Chinois. Alors, je vais commencer avec ce que vous avez dit sur l'OCDE. Je suis d'accord. Quand je parle du G7 ou d'un G7 élargi comme étant un groupement possible qui pourrait aider à faire la promotion de la gouvernance mondiale, pas par un mandat genre Conseil de sécurité de l'ONU, mais par une politique coordonnée. Là, je pense à l'OCDE. L'OCDE et le G7 ensemble pourraient jouer ce rôle. Ça serait une évolution en ce sens que ça nécessiterait
un aspect plutôt géopolitique dans ce que fait l'OCDE, mais l'OCDE s'est déjà un petit peu euh, aventuré dans ces eaux-là par ses actions, mais ça serait une bonne suggestion à la fois, un nouveau rôle pour le G7 ou l'OCDE. Sur la question de Taïwan, alors là, j'aurais un point de vue quelque peu inhabituel sur cela, mais je pense que tout d'abord, le premier point, à mon avis, est que l'un des enseignements tirés par la Chine de la guerre en Ukraine est que ça n'est pas facile de gagner un conflit militaire, de gagner entièrement un pays, ça n'est pas facile. Et donc là, je crois que c'est une des choses qu'a appris la Chine et elle a vu aussi comment la communauté internationale s'est rassemblée. Et Xi Jinping, nationalement, n'a pas confiance envers son armée. Peut-être que dans 5 ans, ça aura changé, mais il ne fait pas beaucoup confiance à l'armée. Il y a aussi des problèmes économiques dans le pays et il a vu à quel point il est difficile pour la Russie de gagner sa campagne en Ukraine. Cependant, je crois que si la Chine va faire des efforts pour essayer vraiment d'arracher l'engagement sécuritaire américain à Taïwan, ça ne sera pas par la force militaire. Ça sera en essayant, et quelqu'un a demandé quel serait l'autre événement inouï, elle essaierait de le faire par un accord commercial avec les États-Unis. Pour une raison ou pour une autre, Donald Trump semble être fixé sur les soldes commerciaux des marchandises. Il est absolument fixé sur le solde commercial. Est-ce que tel ou tel pays a un excédent ou un déficit commercial? C'est un déficit, c'est bon, parce qu'on gagne. La Chine a un énorme excédent commercial avec les États-Unis. Phénoménal. Et donc, et il n'arrête pas de parler de réduire le déficit commercial américain par les droits de douane ou ce genre de choses. Bon, il n'a pas réussi à faire cela dans son premier mandat, malgré tous les droits de douane imposés à la Chine. En fin de compte, l'excédent commercial chinois était encore plus important qu'au début de son premier mandat. Maintenant, il est complètement axé là-dessus et les Chinois le savent. Donc, alors, un événement inédit, ce serait que les Chinois lui offriraient un accord commercial qu'il ne peut refuser, d'acheter 1000 Boeing, quelque chose de cet acabit. Mais en échange, il voudrait une abrogation de l'engagement américain envers Taïwan. Je ne vais pas dire que ce serait une certitude, hein. Mais pour Donald Trump, tout est négociation. Tout est négociation pour lui. Donc, ce que je pense, c'est que les Chinois mettraient leurs œufs dans ce panier-là pour essayer d'obtenir une victoire à Taïwan plutôt que de mettre à l'épreuve l'armée américaine pour savoir si Trump aurait l'appétit pour vraiment mener une guerre entre grandes puissances. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Thank you for your speech. Alors, merci pour votre communication. J'ai une question un peu semblable, mais un petit peu plus précise. La guerre russo-ukrainienne pourrait se transformer en guerre russo-balte ou russo-otanienne. Si cela se produit, est-ce que l'on peut prédire une invasion possible de Taïwan par la Chine? Et Jean-Philippe, les questions des internautes, ils sont nombreux ce soir. Bonjour, merci pour votre présentation. Étant donné l'éviction de la France d'AUKUS et la démonstration par l'administration Biden d'une préférence pour des partenaires anglo-saxons dans l'Indo-Pacifique,
comment évaluez-vous la capacité de la France à maintenir une présence significative et influente dans la région? Merci. Kevin et cependant, les USA ont créé des alliances avec des pays de la zone Indo-Pacifique, surtout situés autour de l'océan Pacifique. Qu'en est-il des pays de l'océan Indien qui font aussi partie de cette région du monde qu'est l'Indo-Pacifique? Hein. Alors, je vais commencer par la question de l'océan Indien. Si les États-Unis pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils seraient très contents, extrêmement contents d'être bien plus proches de l'Inde économiquement et géopolitiquement, dans le cadre la coalition, de la coalition visant à répondre à l'enjeu chinois. Mais il apparaît très clairement que l'Inde ne souhaite pas être mise dans ce rôle-là. Et elle est bien plus à l'aise avec le fait d'être, je pense, de faire partie d'un groupe de pays qu'on pourrait appeler les États connecteurs, qui sont entre le Nord mondial et le Sud mondial, et qui, à certains moments, sont prêts à travailler avec le G7 et l'OCDE, mais à d'autres moments, sont prêts à travailler avec les BRICS ou avec d'autres types de groupements. Donc, ce sont des pays qui ont plus des engagements fonctionnels et transactionnels que des engagements fondés sur une mission entre pays qui partagent les mêmes valeurs. Voilà pourquoi je pense que l'Inde n'entre vraiment pas en ligne de compte. Bien sûr qu'il y a le Quad, qui est l'un des plus grands accomplissements à cet égard avec les États-Unis, l'Inde, l'Australie et le Japon, les 4 plus grandes démocraties en Asie. Ça, je crois que c'est très important. Mais très clairement, cela n'a pas une coloration géostratégique. Avec le Quad, il s'agit de traiter des chaînes d'approvisionnement, des vaccins, du changement climatique, de la transition énergétique. Donc, et ça, c'est parce que c'est l'Inde qui souhaite que cela se cantonne à cela. Elle ne veut pas que ça devienne une coalition stratégique de pays partageant les mêmes valeurs concernant la Russie ou la Chine. Alors, moi, j'ai débarqué de Washington ce matin avec seulement 2 heures de sommeil dans les pattes, donc je ne me rappelle pas. L'autre question. Ah oui, pardon. Alors oui, je suis navré pour l'AUKUS. Moi, je n'y suis pour rien. Sur l'éviction de la France. Ce que je peux dire, c'est que une partie, en tout cas, de cet unilatéralisme américain, America First, amène les pays, aussi bien dans la région Indo-Pacifique que sur le continent européen, cela amène ces partenaires à considérer, à envisager de nouveaux arrangements. J'ai lu ce matin, par exemple, que la Corée du Sud avait envoyé une délégation importante au Canada pour parler de questions de coopération, de défense, de sécurité. On n'a jamais vu ça par le passé. C'est absolument inédit et je crois que ce genre de choses risque de se multiplier. On va voir de plus en plus de connexions de ce genre se former, bilatérales, plurilatérales, minilatérales, entre des pays de la région Indo-Pacifique, des pays européens et d'autres. Connexions qu'on n'avait pas vues par le passé en raison de ce retrait apparent des États-Unis. Pour ce qui est maintenant de cette question sur les républiques baltes et ce double enjeu, une guerre en Europe et une autre dans la région Indo-Pacifique. Alors, c'est un scénario qui n'est pas complètement impossible. Ce que je peux dire, c'est que nous ne savons pas
ce qu'il en est. Enfin, à titre personnel, je me dirais que si une guerre devait éclater de nouveau en Europe, je ne pense vraiment pas que les Chinois y verraient une opportunité pour s'emparer de Taïwan pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. En réalité, s'il est une chose que l'Ukraine a démontré, c'est qu'une guerre de ce genre est difficile. Tout ce qu'il faut, l'effort qu'il faut fournir, le sang qu'il faut verser, rend la tâche extrêmement difficile. Ça, c'est la première chose. Mais il est une autre chose, et là, je pense que euh, tous les jeux de guerre auxquels j'ai été amené à participer, encore une fois, je peux en parler parce que les jeux de guerre auxquels j'ai participé ont été déclassifiés, ne sont plus confidentiels. Lorsqu'une guerre se produit dans un théâtre, même les acteurs qui sont, disons, qui ont une tendance plutôt antagoniste, vont, devant ce genre de situation, être beaucoup plus prudents, éviter le risque. Parce que lorsque l'on, et là on en a le scénario, hein, on le retrouve d'ailleurs dans la doctrine nucléaire américaine, si on voit une guerre se déclencher dans un théâtre et une agression opportuniste se déclarer dans un autre théâtre, le seuil d'usage de l'arme nucléaire aux États-Unis, ce seuil s'abaisse. Alors, je ne dis pas qu'il y aurait l'usage de l'arme atomique en première instance, mais en tout cas, le seuil évoluerait, en tout cas, il s'abaisserait. Et l'impression, moi, qu'il me reste de l'examen de ce genre de scénario, même des acteurs prédateurs dans le système international, ont plutôt tendance à être euh, à éviter le risque plutôt que de l'accepter dès lors qu'un conflit éclaterait dans un théâtre important. J'ajouterais, avant de prendre la dernière question, que c'est la raison pour laquelle la Chine n'envisagerait pas une invasion militaire de Taïwan. Mais cela ne veut pas dire pour autant que, en tout cas, la Chine pourrait néanmoins avoir recours à la coercition économique, à défaut d'une invasion militaire. Merci pour cet exposé tout à fait intéressant. Et une question enfin, vous êtes fatigué, mais je vais essayer de vous poser une question qui va pouvoir vous intéresser. Comment voyez-vous la sécurité maritime en tant qu'expert de la défense aux États-Unis dans la région Pacifique sous l'administration Trump? Excusez-moi, je n'ai pas compris la première partie de la question. Comment voyez-vous, pour répéter la question, si le micro, comment voyez-vous la sécurité maritime, le futur de la sécurité maritime dans la région, dans la Indo-Pacifique, sous l'administration Trump? Le mot critique était la sécurité maritime. Euh, on a parlé des rapports de force, on a vu les questions de sécurité beaucoup ce soir, on a vu aussi la problématique commerciale. Je suis étonné qu'il n'y ait pas beaucoup d'analyses sur la problématique financière et sur les risques pour les États-Unis, que toute cette politique très agressive au plan commercial ne trouve pas évidemment des contre-coups qui pourraient être dans le secteur financier où les Chinois et les Européens ont des intérêts communs à faire un peu dévisser le dollar comme monnaie de référence. On a vu quand même que la place du dollar dans les 10 dernières années s'est réduite comme monnaie de réserve, comme monnaie de libellé des échanges. Il pourrait y avoir des exigences européennes et chinoises que les échanges soient désormais libellés en renminbi ou en euros. Euh, et de la même manière, si les Européens parviennent à unifier leur marché financier, et ça devient une zone aussi de placement. D'abord de placements européens qui ne vont pas outre-Atlantique, mais aussi de possibles placements chinois. Donc voilà, c'était la question que je voulais ajouter. Est-ce que vous avez, j'imagine, dans les cercles de réflexion, pris en compte cette politique agressive commerciale? On a vu les effets sur la sécurité, mais les contre-coups qu'il pourrait y avoir sur
les positions des marchés financiers. So, alors, sur ce point, je n'ai pas de réponse immédiate à la question, mais je reconnais que c'est une question importante parce que ces questions, finalement, s'interrogent sur les effets secondaires ou tertiaires de la politique America First. Cette politique ne s'effectue pas dans le vide. Les acteurs, les institutions devront nécessairement s'y adapter d'une façon ou d'une autre. Et bon, certains y trouveront des opportunités. Des opportunités, d'ailleurs, pourraient se faire pour les États-Unis, mais à l'inverse, on pourrait imaginer une opportunité pour une autre monnaie pour gagner de l'importance où, effectivement, l'influence du dollar américain pourrait diminuer en tant que monnaie de réserve. Alors, ma première réaction à cette question, c'est que nous voyons que l'administration américaine déboule à 200 à l'heure, à une vitesse effrénée. Alors, l'administration est arrivée au pouvoir aux affaires il y a 7 semaines, on dirait qu'ils sont là depuis 7 ans. Enfin, chaque jour que Dieu fait, il se passe quelque chose de nouveau. Croyez-moi, c'est épuisant. Ce rythme est épuisant à Washington. À chaque instant, il se passe quelque chose. Ce qui veut dire que ces politiques sont annoncées par le président, donc au plus haut niveau de l'État, mais quel est si vous voulez, le document stratégique qui sous-tend ces politiques, où est l'étape 1, l'étape 2, tout ce travail de préparation, où se fait-il? On a l'impression que les membres du gouvernement sont désespérément en train de courir après les tweets, essayer d'annoncer les politiques sans s'interroger sur les conséquences à long terme de ces politiques fracassantes annoncées par le président. Et si vous interrogez un membre de l'administration Trump ou est-ce qu'il y a un document de référence, la réponse sera non, non. Pour ce qui est de la sécurité maritime maintenant, là encore, c'est un domaine où l'administration Biden a véritablement réalisé beaucoup de choses pour ce qui est de la sécurité maritime, notamment dans les mers de Chine du Sud. On a obtenu une liberté de navigation avec les partenaires asiatiques qui étaient très réticents à l'arrivée de Biden aux affaires, et on a pu libéraliser ces mouvements maritimes. Si vous interrogez l'équipe de sécurité nationale, enfin de la défense, vous verrez que les gens actuellement sont très engagés pour la sécurité maritime, pour aider des pays tels que les Philippines, pour assurer la liberté de mouvement, pour aider les pays qui ont des enjeux de sécurité côtière. Pour Taïwan, par exemple, l'équipe en place est probablement toujours engagée dans ce sens-là. Et là, vous trouverez des engagements ou des déclarations significatives. Par contre, la question est de savoir si Trump financera de telles activités, financera ce soutien. Hein. Ils diront ce qu'il faut, mais dès lors qu'il s'agira de mettre la main au porte-monnaie, Trump estime que ces exercices sont coûteux et ne servent pas à grand-chose. Alors, ça paraît un peu brut de décoffrage, mais lui, son critère numéro 1, c'est l'argent, c'est combien ça coûte, et il estime que les exercices militaires, les exercices navals sont des opérations coûteuses. Alors, le discours qui viendra de l'administration de Trump ira dans le bon sens, mais la question est de savoir si cela se traduira sur le terrain avec des engagements financiers, avec justement les exercices militaires conjoints. Posé très, très clair. Très brillant. Un esprit réactif qui n'est visiblement pas atteint par le jet lag. Et on espère qu'à Georgetown, ils auront au retour aussi aucun contre-effet du jet lag retour, mais c'était une très brillante, très intéressante conférence. Je vous remercie vraiment d'avoir été parmi nous, et revenez bien sûr dans ce cycle, et je dis aux étudiants, aux auditeurs,
que la séance prochaine sera consacrée au problème des alliances au Moyen-Orient et on accueillera, après Victor Cha, Hussein Hakemi. Je vous dis à lundi.